Merci Christine de nous permettre d'ouvrir un peu cette façon de contribuer en fait à l'ICE. Je suis, vous savez peut-être, on s'est présenté déjà, mais je suis psychologue et psychanalyste, psychologue avec un parcours qui va de la santé mentale en service hospitalier, voilà, puis l'enseignement spécialisé auprès d'enfants en situation de handicap. J'ai été institutrice aussi, spécialisée, et puis progressivement je me suis tournée vers la prévention et les secteurs les plus défavorisés, et notamment la petite enfance et le département du 93 où j'ai fait une carrière institutionnelle de terrain, vraiment de terrain, puisque c'était un travail dans les crèches, dans les services de PMI, mais que les familles se rencontraient la plupart du temps sur le parking, dans les salles d'attente, dans le couloir qui faisait la jointure entre les différents services. Et en parallèle, évidemment, une formation de psychanalyste et une pratique libérale. Je continue à exercer mon métier et en libéral et dans un service d'accueil pour la petite enfance avec un projet très mixité sociale et inclusion, comme on dit aujourd'hui, hein, c'est-à-dire un accueil d'enfants qui peuvent avoir des trajectoires particulièrement délicates, difficiles en termes de santé, en termes de cadre de vie, de contexte de vie et de famille. On m'a demandé aujourd'hui de vous parler de ce Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge dans lequel j'exerce une responsabilité de vice-présidente en parallèle bien sûr de ma pratique. Alors, je vais vous dire quelques mots de cette responsabilité et des questions finalement que évidemment je me pose, et des questions que ça pose, que d'essayer de se tenir à l'interface entre les situations cliniques, le travail dans la singularité des personnes, des enfants, des familles, et les institutions de première ligne, et la décision politique en tout cas, pour contribuer à éclairer autant que faire se peut. Quelques mots de ce Haut Conseil. C'est un conseil consultatif qui comporte 240 membres. Il est composé de 3 entités. Une entité dédiée aux politiques de la famille, on l'appelle le Conseil de la famille, un tiers des membres. Une entité politique de l'enfance et de l'adolescence, que je préside plus spécifiquement, et une entité politique de l'âge, du grand âge et de la dépendance. Ce Haut Conseil a été installé en décembre 2016. Il faisait suite à un Haut Conseil de la famille qui existait déjà. Il a rassemblé des agences sur l'âge qui étaient très portées par Madame Delaunay, etc. Mais sur l'enfance, il n'existait pas d'entité en mesure d'assumer cette mission, de tenter de mettre un peu de concordance et de cohérence entre les différentes politiques qui touchent à la vie des enfants. Ce Conseil de l'enfance, voilà, ce Haut Conseil, c'est tout ça. Et je vais évidemment me centrer sur le Conseil de l'enfance et de l'adolescence. Et il a été créé par une volonté du gouvernement en
dans une loi d'adaptation de la société au vieillissement en 2015. C'est amusant de voir que c'est à ce moment-là, en travaillant sur le vieillissement, sur la dépendance, sur la vulnérabilité, que les parlementaires ont créé une instance dédiée à l'enfance. Et puis, il était porté par des collectifs militants dans lesquels un certain nombre de personnes ici présentes étaient engagées. D'une certaine manière, il y a une filiation avec le mouvement Pas de zéro de conduite qui s'est élargi à un moment donné pour créer un collectif qui s'est appelé les États généreux pour l'enfance, au moment où la France, devant le Comité des droits de l'enfant de l'ONU à Genève, avait, disons, fait la démonstration qu'elle n'avait pas beaucoup avancé dans la mise en œuvre de la Convention des droits de l'enfant, et étaient réunis des États généraux de l'enfance qui ont semblé être plutôt un simulacre qu'une réelle consultation. Et donc ce collectif s'est créé à ce moment-là et a rassemblé des doléances émanant d'une centaine d'organisations, d'associations, de syndicats, d'acteurs de l'enfance. À partir de là, à un moment, on a avancé vers l'idée d'être une force propositionnelle, et il s'est appelé, ce collectif, il a évolué et il s'appelle toujours le collectif Construire ensemble la politique de l'enfance. Donc ça, c'est un des points qui est à l'origine de la création du Conseil. Et puis il y avait une commission enfance qui s'était tenue à France Stratégie, service de prospective du Premier ministre. Et puis il y avait aussi cette poussée vraiment des organisations de défense des droits de l'enfant qui étaient très très motivées et actives pour avoir un outil. Donc je me suis retrouvée sollicitée pour assumer la présidence de ce conseil, tout simplement parce que j'avais réalisé une mission auquel ont participé aussi des gens. Voilà, pendant un an, j'avais piloté un travail, développement de l'enfant, mode d'accueil et formation des professionnels. Et donc, alors, l'une des questions évidemment que je me pose régulièrement, ai-je eu raison d'accepter? C'est une question lancinante dont je n'ai toujours pas la réponse. Mais en même temps, c'était quand même formidable que tu psychanalyste soit sollicité pour ça. Bien sûr, bien sûr. Mais il faut quand même savoir que chaque découragement est parfois balayé par une avancée inattendue, que chaque coup bas est parfois compensé par des coups de main, que l'ambivalence de l'appareil politique, de la fabrique, des lois et des dispositifs et des techno-structures est vive. Il faut croire, et c'est Bernard Gold qui souvent me dit, mais quand même Sylviane, il y a bien du désir quelque part. Peut-être. Le désir est là, il tient, par moments mieux que d'autres. Mais je crois que si ce désir tient un peu, c'est probablement parce que ce Haut Conseil n'a aucun pouvoir. Aucun pouvoir décisionnel en tout cas. C'est une instance de débat public, consultative, propositionnelle et démocratique. Il s'agit d'étudier la possibilité d'une politique générale de l'enfance, coordonnée et interministérielle. Il s'agit donc de pouvoir penser l'enfant dans sa globalité et dans ses contextes de vie. Le Conseil fait partie de cette instance et finalement c'est un travail à plusieurs. On y produit avec les membres du Conseil un discours dont le sens finalement se révèle après coup.
un sens, une direction qui se dessine au fil des rapports. Les rapports sont adoptés par les membres, les rapports sont donc les rapports du Conseil. L'adoption d'un rapport sous-entend des mois et des mois de travail en aller-retour. Et les rapports sont adoptés lorsqu'ils sont mûrs, suffisamment mûrs, pour que tous ceux qui sont autour de la table sont d'accord. Il y a tout un... Alors, la composition du Conseil, je vais quand même vous en dire deux mots. Il y a des représentants des élus à tous les échelons, des représentants des maires de France, des départements de France, du Sénat, de l'Assemblée, etc. Ça, c'est le collège des élus. Ensuite, il y a un collège des administrations. Le collège des administrations, oui, c'est vieux pour moi, je vois un peu les gens. Le collège des administrations, c'est les représentants de tous les ministères concernés par l'enfance. C'est aussi bien le budget que la justice, que l'éducation nationale, que la santé, que les collectivités territoriales, enfin voilà. C'est un gros collège. Ensuite, il y a un collège de la société civile, le tissu associatif, les mouvements pédagogiques, la lutte contre les associations de lutte contre la pauvreté, les associations de défense des droits de l'enfant, les représentants des familles, etc. Et puis, il y a un collège de 14 personnalités qualifiées qui sont essentiellement des chercheurs. Et un collège de 12 enfants qui siègent. Ils avaient au démarrage entre 10 et 14 ans et ils ont à peu près entre 10 et 16 ans actuellement. Ça a un peu tourné. Et ils ont la même place que les adultes dans ce conseil. C'est la première fois en France que la loi instaure une représentation d'un groupe d'enfants pérenne et inscrit dans la loi. Et ils sont proposés par des associations de droits de l'enfant ou d'éducation populaire qui ont un contrat avec la Direction générale de la cohésion sociale. Ces associations proposent des enfants et le cahier des charges, c'est qu'ils viennent de l'ensemble du territoire, qu'ils soient dans des conditions de vie aussi variées que possible, qu'un certain nombre d'entre eux puissent éventuellement soit dans des situations, voilà. La logique est qu'il y a des enfants qui sont en situation de handicap, il y a des enfants qui sont, voilà, et c'est proposé et ils sont nommés à ce moment. Et ils sont nommés pour le temps où ils souhaitent rester. Donc, certains sont arrivés à 10 ans et nous ont quittés à 16 ans. Sont arrivés à 12 ans et nous ont quittés à 18 ans parce qu'ils sont devenus majeurs. On est calé sur les âges de la Convention des droits de l'enfant. Alors, la parole, c'est l'outil de travail, hein, ce que je disais tout à l'heure. Et puis très vite, c'était tout nouveau. Hein. Les gens étaient autour de la table. Moi, je suis arrivée au premier conseil. Je ne savais pas ce que c'était qu'un haut conseil. Je suis arrivée avec des idées. Et puis, on s'est dit bonjour. Et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Et très vite, quand même, la ligne du conseil, ça a été de dégager des conditions favorables au développement et à l'épanouissement des enfants. Donc travailler sur les services chargés de les mettre au monde, de les accueillir, de les soigner, de les éduquer, etc., de les émanciper, de les aider à le faire, de telle sorte que tout ça, cet ensemble soit prévenant à leur égard, à l'égard de la singularité, du cheminement de chacun d'entre eux, considéré comme sujet et auteur. Et c'est écrit comme tel dans nos travaux. Sujet et acteur. Alors, donc on est sur, et puis ça c'était, voilà, le développement de l'enfant, les conditions de son grandir et le respect de ses droits. On est en appui sur la Convention des droits de l'enfant, je l'ai déjà dit, mais aussi les droits généraux de tout citoyen
On était un peu en retard en France, heureusement qu'on avait les défenseurs des enfants. Et, mais bon, de là à penser des politiques publiques à partir de l'enfant, du point de vue des enfants et à l'intention de leur évolution, il y a un peu de travail. Alors, on en est à, je pense, alors les séances, c'est à peu près, on a un rythme d'environ 9 à 10 séances par an. C'est des plénières, et entre les plénières, il y a des petites commissions, des groupes de travail, etc. Et je crois qu'on est à une quinzaine de rapports. On réalise des... on peut être saisi pour réaliser des rapports, on peut être saisi par le Premier ministre et les ministres, voilà. Et on est censé être consulté pour tout projet de loi ou de réglementation concernant le domaine du Conseil. Alors, il s'agit bien sûr de mobiliser un désir de travail à plusieurs dans une instance de consultation politique très formelle. Je ne savais pas très bien à quoi je m'engageais, évidemment. Mais le fait même que ce conseil ait été créé et qu'on m'ait nommé moi, m'a laissé entendre qu'il serait peut-être possible de pouvoir faire un pas de côté et d'essayer, voilà. Je disais tout à l'heure que c'est une instance qui n'a pas de pouvoir parce que c'est ni une administration, ni une instance de pouvoir exécutif, ni un cabinet ministériel, ni le pouvoir parlementaire de l'Assemblée et du Sénat. C'est un outil de délibération et de débat public autonome au cœur du système, dont la mission, je l'ai dit, c'est d'animer le débat public, de prendre en considération les questions éthiques et les questions de public ou de personnes en situation de vulnérabilité. Donc il y avait une place quand même dans la déclaration, hein, voilà. Finalement, c'est plutôt une courroie de transmission, un espace de travail, mais une courroie de transmission. Alors, c'est vrai que parfois je me demande comment ne pas perdre l'équilibre, parce que c'est une espèce de position de... un haut conseil, c'est une sorte de promontoire avec vue panoramique sur la dureté des institutions, sur l'aveuglement des systèmes, sur la puissance de l'inertie, sur le pouvoir des élites, sur la mécanique mutilante des logiques administratives, et puis souvent berné par l'arrogance des lobbies. J'ai découvert combien la pulsion de mort pouvait prendre des formes que j'ignorais. La forme de la précipitation, le tout important, tout urgent. Il faut répondre vite, penser vite, écrire vite, parler vite. Évidemment, de temps en temps, le pessimisme freudien me gagne. Le malaise dans la civilisation nous rattrape, y compris quelques membres du Conseil. Et je m'interroge, cette pression procède-t-elle d'une castration mentale ou de cette doltoïenne castration symboligène? Je pense que si j'avais lâché, je vous dirais aujourd'hui que c'était un système de castration mentale. Pour l'instant, je n'ai pas lâché, donc je me dis que ça doit avoir quelque chose de symboligène, mais demain, ça peut bouger. Et j'en parlais avec Sylvain Bissonnier, et il me disait, finalement, tu endures. Et on a fini par ce jeu de mots, il s'agit quand même de pouvoir endurer à plusieurs, au moins. Et c'est vrai que de m'exprimer aujourd'hui dans cette instance, ça participe de ça. Alors, évidemment, on cherche à promouvoir une politique coordonnée qui vise à offrir
enfants de leur conception à la majorité des conditions plus favorables. Et en même temps, on est là, au cœur de la mise en œuvre dans une société de décisions paradoxales, d'ambivalence à leur égard, qui est de structure. L'enfant singulier est coincé. Coincé entre le petit être fragile qui est au cœur de toutes nos préoccupations, l'adolescent trop puissant qui était le gêneur, etc., et maintenant est le suicidaire potentiel, dans sa puissance aussi. L'enfant en danger, les jeunes dangereux, etc., etc. Et puis, c'est un endroit où on voit à quel point les attentes sur les enfants sont des attentes de performance, d'avancée en tempo cadencé, d'acquisition attendue, de système pour les évaluer. Et au bout du compte, quand il y a le terme d'investissement qui en psychanalyse a un sens particulier, là où je me trouve, l'investissement est toujours suivi de son qualificatif. Donc c'est l'investissement social, donc c'est les théories d'investissement social et donc un investissement financier qui va être rentable à terme, et puis la valorisation du capital humain. Voilà. On n'est pas dans les inachèvements de l'enfance, les temporalités, et c'est ça au fond l'enjeu, c'est d'introduire la notion de processus. Processus de pensée, processus de grandir, processus de développement, processus de réflexion et d'articulation. Comment transmettre que l'enfant est sujet, que le corps est le média privilégié de sa relation au monde et que les affects irriguent la pensée et les apprentissages. Alors, la place de l'imaginaire dans le jeu, l'art et la culture, c'est vrai que ce conseil, dès sa création et dès avant, a relancé le protocole d'accord entre le ministère de la Culture, le ministère des Affaires sociales et de la Santé sur l'éveil artistique et culturel, et ce travail avance. Il a été en plus encore nourri, c'est le mot, par le rapport de Sophie Marinopoulos, et surtout il est porté par des acteurs du ministère de la Culture avec lesquels, qui siègent au Conseil, et avec lesquels il y a un vrai partage des fondements. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans cette instance, les gens qui font tous ces objets politiques sont là ou représentés. Alors, parfois, je pense qu'ils entendent quelque chose. Et puis, c'est pas évident, un psychanalyste dans un collectif, entre guillemets, représentatif de la société. Les institutions, on a plutôt tendance à douter de leur capacité à produire de la bientraitance. Voilà. Alors on s'appuie sur des choses, on s'appuie sur des gens. Moi je m'appuie sur l'illusion nécessaire de Winnicott, sur l'annonce du prix de Lacan, sur la force de la parole vraie de Françoise Dolto, sur les rencontres telles qu'elles sont décrites par Denis Vasse, qui éclairent le sens de notre existence. Je m'appuie sur Jacqueline de Chambrin, qui a été ma chef de service, ancienne résistante, qui disait, puisqu'il faut faire de la psychologie, autant que ce soit les psychologues qui s'en chargent, c'est pas idiot.
Et puis elle disait aussi, elle m'a dit aussi, Sylviane, les grandes choses, ce sont les gens qui les font. Les petites gens, ça fait des grandes choses. Le politique et la psychanalyse ont quand même des choses en commun, c'est la parole. Finalement, le politique, c'est de la parole. Écrite, parlée, médiatisée, c'est de la parole. Le conseil, c'est des écrits. Et en jeu, comme en séance, il y a la fiabilité du respect de la parole. Ça veut dire que dans les rapports, les membres doivent retrouver ce qu'ils y ont apporté. C'est une règle. Alors, dans l'animation des délibérations, écouter, donner droit au silence, à la scansion, à l'humour, l'humour pour libérer, aérer, créer la surprise, relancer l'élaboration et écouter, écouter, écouter. Au fond, il s'agit de réduire ce que Lacan, je crois, appelait la discorde des langages. Et là encore, Dolto considérait, et ce n'est pas la seule, Freud aussi, à la naissance de la psychanalyse, considérait qu'il fallait former les professionnels qui s'occupent des enfants pour faire reculer les névroses. Dolto et puis tous ceux de sa génération ont formé, informé, transmis. Nous sommes les descendants de cette idée que nous devons travailler avec tous ceux qui sont en première ligne auprès des familles et des enfants et transformer le regard, le discours sur l'enfant dans le corps social. Et ça, en étant en prise sur notre époque. Et c'est pas simple. Certains commencent à vieillir parmi nous, qui portent certains enjeux, et tout est à repenser à l'aune de la manière dont vivent les enfants aujourd'hui, de l'endroit où nous en sommes dans l'évolution du monde. Dans ce conseil de l'enfance s'invente un langage. S'invente un langage pour créer une langue transmissible, métissée, nous dirait Marie-Rose, métissée. Ça procède au fond du rêve de contrer le syndrome de la tour de Babel. Et je citerai aussi Maya Gratier, avec laquelle j'ai découvert que le nourrisson forme en fin de compte son larynx pour fabriquer son instrument de parole. Eh bien, nous essayons de faire un truc un peu comme ça. Le conseil de l'enfance crée une langue pour parler à l'autre, à plusieurs toujours. C'est au fond en nous exposant, et parfois notre corps défendant, nous, psychanalystes, portés par des convictions, que nous engageons des écrits, des prises de position, des actions, et que nous prenons les risques de l'action citoyenne. Une langue qui s'invente grâce à l'altérité, à l'hétérogène, qui prend et qui livre du sens et devient vivante et touche. Et parfois, nos rapports touchent juste, et parfois, il se passe des choses. Voilà.
après, je m'arrête là.